Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. L'épisode 5 nous emmène dans l'intelligence sensorielle de Vincent Avanzi et son paradis poétique. Une quête de sens et d'harmonie, de rire et d'authenticité, riche de 2 tours du monde très initiatiques qui ont façonné sa perception de l'humanité. Un témoignage qui passe de l'école de commerce ESCP au leadership poétique. Un voyage qui va du rap au divin et une vie faite de rencontres fantastiques et de paysages merveilleux où Vincent sublime ses problèmes avec des projets superbes. Entre 2 respirations et quelques méditations, une étape chez Microsoft et une aventure entrepreneuriale, l'heure du plan B est arrivée à 130 000 miles. Et c'est parti pour les 12 travaux d'Hercule comme 12 expériences humaines, pour t'élever et trouver ta voie, comme il le dit si bien. Nous voilà partis pour une aventure humaine et sensorielle. Et pour enchanter votre écoute, je demande sans plus attendre, mais qui es-tu ? Je suis Vincent, un poétiseur, un être humain en quête d'harmonie qui explore le monde et la vie pour essayer de découvrir ses paradis perdus ou gagnés, ou en tout cas son propre paradis sur Terre, et d'essayer de faire en sorte d'accompagner ou d'aider autrui à trouver aussi le sien. Waouh! Donc on a trouvé le coin de paradis et de poésie sur Terre intérieure et extérieure, on va dire. C'est ça, comme ça que je l'entends, ouais. C'est ça? Ouais. Ça te va? J'ai pas déformé tes propos? Non, c'est très bien. Ben, écoute, c'est une belle promesse en tous les cas. C'est une mission de vie. Mission de vie. Et là, je t'ai demandé pour commencer d'amener une photo de toi quand tu étais un pâté garçon. Et tu m'as amené cette photo de ce charmant petit blondinet alors que tu es brun. Donc on voit que la carnation a changé. C'est vrai. Tu fais très sage. Alors je ne sais pas si c'est une projection de ma part. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu vois, ce petit garçon? Est-ce que tu te souviens de ce que ressentait ce petit garçon au moment de cette photo? Où c'était? S'il y avait des voix autour de toi? Si les odeurs qu'il y avait? Peut-être une chanson? Le moment que c'était? Est-ce que tu t'en souviens? Moi, je vois plus, en fait, au premier abord, dans le regard, un regard innocent, insouciant, heureux, pas encore, j'allais dire, abîmé ou meurtri ou transformé par les aléas de la vie. Et c'est plus ça que je vois, en fait, à cet âge-là, sur une enfance heureuse, sans préoccupation, quoi, je pense. Tu te rappelles le moment où elle a été prise? C'était avec ma sœur. C'est encore une part justement de mon paradis sur Terre. Il est aussi là-bas, parce qu'en fait, on a aussi un autre terrain à côté où je vais souvent, qui est quasiment sur une presqu'île et qui est très beau. Et c'est un jardin qui est en fait devenu une biosphère où il n'y a aucune construction de l'homme dessus. Et moi, je m'en occupe beaucoup là-bas et j'adore être là-bas parce que je pense en vrai, c'est devenu mon endroit préféré sur Terre pour d'être dans la contemplation, dans le silence, dans la sérénité, voir en fait
des oies, des hérons, un lac autour, en fait, un coucher de soleil où en fait je peux des fois écrire, aller me ressourcer, me recueillir et puis être jamais dérangé en fait. J'adore ce silence absolu que je peux avoir là-bas et j'adore aller là-bas en fait. C'est ton petit paradis exactement, poétique. Exactement. Tu l'as. Ouais, je le chéris, je l'entretiens régulièrement et ouais, c'est un bonheur d'aller là-bas. Ouais. Et la photo que tu m'amènes, eh ben, t'es dans ce jardin. Juste à côté, ouais. Waouh. Ouais. Incroyable. Et quand tu regardes ce petit garçon innocent, mais qui a gardé quelque part, dans ce que tu me dis, cette capacité à créer son paradis poétique, en tout cas, tu t'y ressources. Quand tu le regardes dans les yeux, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait de lui? Alors, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de lui ou c'est lui qui m'a fait, j'en sais rien, mais c'est en tout cas, je sais pas si c'est de la fierté, mais par contre, je suis content du point A que je vois là dans la photo au point B que je suis moi maintenant. C'est-à-dire que je pense que je suis... J'essaye en tout cas, c'est l'objectif, mais je pense que je suis en train de revenir progressivement dans cet état-là en fait. C'est ce que je recherche et de revenir dans ce côté de plénitude, pas d'insouciance, mais ni de survol de la vie, mais de revenir dans la fluidité de la vie, en fait, d'être dans le bonheur, de me contenter aussi de ce que j'ai, et puis de beaucoup aimer ma vie, en fait. Parce que je suis dans une quête de sens qui me porte, et puis j'ai plein de belles choses, de belles âmes, ou de belles personnes autour de moi, et je suis très content, en fait. Donc ouais, je suis content, et sachant que entre le point A et le point B, ça a été parfois très tumultueux, c'est pour ça que je suis content en fait de ça. D'arriver aujourd'hui, je n'aurais pas forcément dit ça il y a quelques années, mais là je suis très content en fait d'arriver sur un chemin et surtout sur un horizon éclairé face à moi, que je chéris. Donc ouais. Ouais, donc c'est comme si quelque part tu retrouvais ça être un peu intact, comme si on n'avait jamais été empêché ou cabossé. Ouais, ou en tout cas, je suis bien avec moi-même, quoi. Je suis sur un parcours poétique, mais ouais, je suis bien avec ça, ouais. Ce petit garçon-là, Ouais. est-ce qu'il est déjà poète? Est-ce qu'il a déjà Il n'est pas encore poète, mais il est déjà artiste. Ah? Ouais, il est déjà un petit peu artiste, parce que j'ai des photos, d'autres photos où je joue beaucoup la comédie, etc., me déguiser, faire d'autres choses et tout, de faire des petits spectacles à la maison, donc il y a un peu ce côté-là déjà, et je sais que mon enfant intérieur, je l'ai toujours chéri, parce que je suis toujours dans le... En fait, il y a deux parties de moi, et il y a une partie où j'adore justement les réflexions profondes sur la philosophie de la vie, et je me sers de la poésie pour en délivrer des messages profonds, universels dedans, et ce qui me permet de l'autre côté du temps d'être plus dans le côté rire, joie, convivialité, c'est pour ça que des fois je ne participe même pas à des débats sur des sujets parce qu'en fait j'ai déjà une part de ma vie qui a attrait à ça, donc l'autre partie en fait quand je suis en société, je préfère plus faire rigoler les gens que d'avoir des discussions profondes comme beaucoup aiment en avoir. J'en ai aussi, mais je préfère à la limite les avoir en one-one sur des moments privilégiés que sur des moments où effectivement on est ensemble. Où je trouve que la joie, ouais, le rire, c'est Charlie Chaplin qui disait que le chemin entre deux êtres humains, le chemin le plus court c'est le rire, le sourire. Et ouais, je trouve que moi j'aime bien me connecter en fait aux autres par le rire. Ouais. J'avais beaucoup de fou rire à l'époque. Et encore maintenant, en fait, et c'est un truc que je cultive. Et il y avait, je trouvais, dans ce côté sage que tu vois là, il y a le côté aussi, je pense qu'il y a une partie de calme dessus, et où en fait, je me laisse aller aussi, tu vois, il y a un total lâcher-prise à l'inverse dans l'élan de folie qui est le fou rire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, dans le côté sensoriel, exactement, le fou rire, en fait, tu laisses tous tes sens aller et tu ne contrôles plus rien, et je trouve ça génial de se laisser aller à ça. Effectivement, le côté sensoriel du rire est très très bénéfique. C'est comme le corps exulte. Et ouais, à rigoler pendant plusieurs minutes d'affilée, à même plus limite pouvoir rester debout, tu vois ce que je veux dire, dans ce truc-là. Se tordre de rire, exactement. mourir de rire. Du coup, à chaque fois, j'ai quelqu'un à côté sur lequel je m'appuie. Et les gens rigolent là-dessus, hein. C'est-à-dire que
tu me vois m'accroupir limite, tu vois, plus maintenant, un peu moins, mais si j'ai toujours ce truc-là, parce que je trouve que ça fait partie du bonheur et de la plénitude en fait. Avant, j'avais le tendance, effectivement, en plus, étant jeune, après, dans mon adolescence, mais pas par éducation paternelle, mais si, en fait, de ça, des fois, d'être un petit peu dans le jugement, être un peu moqueur, etc., des autres et tout. Et Oui. en fait, j'ai eu une bascule dans ma vie, justement, quand j'ai eu la chance, un cadeau de la vie qui a été que je gagne à 24 ans un tour du monde. Et ce voyage, comment tu le gagnes? Je suis diplômé d'une école de l'ESCP, d'une école de commerce, où je fais un voyage de fin d'études en Argentine et au Brésil, juste après être diplômé. Et en fait, je pars avec un ami qui me rejoint une semaine après. Je vais à l'aéroport seul et mon vol est surbooké. Mon Paris-Buenos Aires est surbooké. Il me propose de prendre le vol du lendemain en me donnant 700 € de bon de vol Air France, si je pars, pas. Et du coup, je fais bah, super, ça me fait un voyage gratuit, avec plaisir. Donc, du coup, je pars le lendemain, mais le lendemain, je reviens à l'aéroport, pareil. Donc, je fais ok, bah, je pars le surlendemain. Le troisième jour, pareil. Quatrième jour, pareil. Cinquième jour, pareil. Le cinquième jour, je pars quand même, parce que j'avais des choses à faire, quand même, des gens à voir là-bas, donc je pars. Mais du coup, ça m'a fait 4 jours à 700 € de bon de vol Air France, à utiliser sous 12 mois, ce qui faisait 2800 €. Où j'avais le droit de prendre la moitié en cash. Et en fait, je suis allé voir une agence Air France à ce moment-là, en rentrant, parce que j'avais entendu vaguement quelqu'un indirectement qui avait fait un tour du monde. Et je leur ai demandé s'ils avaient ça comme billet. Ouais, on en a, il y en a un à 15 destinations, avec les taxes d'aéroport, c'est exactement ce prix-là. Et je suis ok, bah super, j'ai rendu mon appart, j'ai pris une map monde, je dit je vais aller là, 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 là et là, et je suis parti un mois après. Et parce qu'en plus, c'était à un moment donné idéal où je venais d'être diplômé, j'avais pas encore de travail, donc j'étais entièrement libre. Et ouais, puis ça a changé ma trajectoire de vie, pour le coup. C'est là où je découvre le concept de l'harmonie, qui est une vraie rencontre avec le mot, avec le besoin. Moi, ce que je dis souvent dans mes conférences, c'est que sur le côté trouver son point génial, trouver son flow, son unicité, son mot-clé de vie. Moi, le mien, c'est le mot harmonie, parce que c'est le côté équilibre, le côté harmonie intérieure de soi avec les autres, la nature, les religions, la musique, ce que tu veux, mais surtout à l'intérieur de soi aussi, et avec le monde, à un moment donné où je le rencontre, moi, ce mot lié en Asie, quand je fais de la méditation, lié au bouddhisme, au nirvana, à un moment donné où, dans ma vie, j'ai un parcours tracé, c'est-à-dire que je viens d'être diplômé d'école de commerce, j'avais fait une prépa avant, j'avais commencé ma carrière professionnelle, donc j'ai une voie très tracée, j'ai de l'ordre dans ma vie, mais il manque de l'harmonie. Et en fait, je vois tellement en fait, ce besoin-là en fait, que je rentre en quête directe d'harmonie. Je vois en fait à quel point ça peut être positif, en fait, de s'équilibrer, d'être dans la fluidité aussi des énergies. Et du coup, je dédie ma vie à ça depuis. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je dis, j'essaie toujours de le mettre à travers ce prisme-là, entre moi et le monde, pour voir si ça répond à un besoin d'harmonie. Et parce que je ne vois pas en fait de mots plus essentiels pour l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire de l'équilibre des éléments, des différents pays, des cultures, des humains à l'intérieur de soi avec le monde. Donc je m'en sers comme un horizon, comme le paradis sur Terre, comme le jardin d'Éden. C'est un horizon à atteindre. On n'atteindra jamais parce que c'est comme dans la méditation, le côté still point, le côté sérénité, stabilité, etc. C'est un point, c'est un objectif. Et donc c'est du coup le voyage de la vie, je le dédie à ça. Ok, genre d'homéostasie à la fois cognitive, sensorielle, organique, à tous les niveaux, quoi. Ouais, voilà, mais c'est ça en tant qu'objectif, c'est-à-dire s'harmoniser progressivement, s'équilibrer. Le fait d'aller vers ça. Stabiliser la bête. Ouais. Non, je sais pas. Si, ouais, stabiliser l'état du monde pour qu'on puisse vivre ensemble tous bien et le coécrire pour demain, ouais, ça. Après, il y a les aléas de la vie qui font que ce sera jamais stable, mais de tendre vers ça, je trouve que c'est un bel objectif. C'est un bel élan. Donc, voilà. Quelles rencontres tu fais pendant ce voyage où tu as des souvenirs de rencontres particulièrement impactantes? Moi, je sais pas, en fait, tout le parcours c'est que des belles rencontres et des paysages magnifiques. Donc je prends conscience en fait de la beauté du monde, de l'unité de l'humanité à l'intérieur. J'en profite pour que ce soit un terrain de jeu d'écriture poétique. C'est là où j'écris vraiment pendant un an. J'ai enregistré un album en fait à l'époque, parce que je faisais du rap en fait avant de faire de la poésie. Enfin, c'est de la même plume quoi, mais il y avait de la musique derrière.
Et ouais, donc je retranscris ce que je vois, ce que je vis en fait pendant ce voyage-là. Tu le faisais déjà avant, ça, d'écrire? Tu as commencé comment l'écriture? J'ai commencé, moi, j'avais une passion pour le hip-hop depuis que j'étais aux États-Unis justement, pour le rap américain du coup, et après le rap français quand je suis rentré. C'était la période d'NTM, IAM, je suis revenu en 95. Et ouais, j'avais toujours cette passion-là. En plus, quand j'étais en école de commerce, j'étais président d'une association qui avait un fanzine, un magazine de fans de musique, donc j'allais interviewer tous les artistes français, enfin tous les rappeurs français. Et puis après, j'ai commencé à écrire à peu près en même temps. À part écrire, pendant ce voyage, t'as pas bossé dans les pays où t'étais? T'étais parti avec un fonds de roulement, t'avais de l'argent de côté pour pouvoir subventionner ton voyage? Ouais, sachant que du coup je payais pas le billet d'avion, j'allais chez les gens, j'étais dans les auberges de jeunesse, donc c'est pas un voyage qui était hyper coûteux. Et au final, non, j'ai pas travaillé. Non, j'ai pas travaillé. T'avais de l'argent de côté pour Ouais, pouvoir au moins ouais, te nourrir, et puis exactement, t'as ouais. été beaucoup en Asie, non? Enfin, des pays Beaucoup en pas trop Amérique chers? latine, beaucoup en Asie, ouais, et un petit peu en Afrique aussi en Amérique centrale. Il y a des pays qui t'ont été avec lesquels t'as plus résonné que d'autres? Des cultures, des énergies, des comportements, Il y en a qui t'ont parlé plus que d'autres? Ouais, bah, l'Amérique latine, en fait, je me sens très proche des, des latinos, parce qu'en fait, enfin, j'adore cette culture-là, parce que j'adore cette chaleur humaine, en fait, qu'ils ont, en fait, ce côté passion, chaleur humaine, moi, je suis quelqu'un qui est très dans le mental. Mais c'est un peu la culture française, de toute façon, je suis toujours en train de philosopher sur des choses, etc., et moi, je le suis aussi. Donc j'aime bien en fait avoir en face une culture qui est vraiment dans le côté outgoing, quoi, dans l'enthousiasme, dans le côté très jovial, on se prend pas la Chaud. tête, etc. Et je trouve ça beau en fait. Même dans les relations amicales ou conjugales ou familiales ou autres, je trouve que c'est hyper beau en fait. Il y a vraiment un élan de vie qui est génial, je trouve. Il y a un souffle vital qui est trop beau. Et après, justement, c'est le côté potentiellement non modéré ailleurs, mais je trouve qu'il y a une vraie passion de vie, une vraie joie de vivre que j'adore. Et donc, ouais, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, j'étais très content de parler espagnol, parce que ça me permettait de rentrer en contact vraiment en fait, avec ces cultures-là. Et donc, ouais, d'ailleurs, ça fait partie des pays où je retourne le plus en fait. Aussi. Et quand t'écrivais en français? J'écrivais en français et en anglais, ouais. Et en anglais. Ouais. Du coup, tu rentres de voyage, Ouais. de ce temps, on va dire, de pause créative. En fait, le truc, c'est pour répondre à ta question, si tu me demandes des rencontres et je t'en ai pas donné une précise, si ce n'est avec ce mot-là, c'est aussi que je pense que je fais un vrai voyage initiatique sur moi, me transformer moi, en fait. Comment tu le sais que c'est un voyage initiatique? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je le vois, en fait, je me pose plein de questions, en fait, sur qui je suis, le rapport aussi au divin, le rapport à l'être humain, le rapport comment est-ce que moi je peux me changer par rapport à des besoins que j'avais aussi à l'époque. Et donc je vais tester pas mal d'expériences différentes et en fait je vois je vois en fait en touchant, en enlevant le concept de temps, j'ai un côté atemporalité totale, parce que j'ai jamais de réveil, j'ai pas de responsabilité, j'ai pas de montre. À chaque fois, je fais que de changer mes billets d'avion pour aller d'un endroit ou à un autre, ou enfin pour décaler les dates parce que j'ai envie de rester là un peu plus longtemps, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené dans un autre chemin ou autre, etc. Et aussi découvrir le concept de plénitude, c'est-à-dire que je suis en plein bonheur pendant un an. Il m'arrive rien de mal, que des choses géniales, j'alterne entre des rencontres fantastiques et des paysages merveilleux. C'est vraiment ça. Et puis aussi avec des expériences aussi internes. Mais je suis beaucoup dans l'émerveillement du monde, de l'humanité. Et moi, ça me réconcilie, je pense, avec l'être humain. Ça me réconcilie avec moi-même, où j'ai l'impression de devenir qui je pourrais être, de trouver un chemin de vie qui me parle, qui me plaît, qui résonne avec moi pour le reste de ma vie à partir de là. Et je rentre là, ouais, très content avec un projet déjà d'harmonie, en fait, d'harmoniser le monde. Donc, en fait, j'ai ce truc-là qui me porte et il y a des fois le blues du retour que je ne vis pas parce que je suis porté toujours par un projet, en fait, à venir. Donc, j'avais une phrase que je disais, c'était « Je sublime mes problèmes avec des projets superbes ». Et en fait, il y a un peu ce truc-là où ouais, ouais, je suis en paix avec moi-même et sur un beau chemin qui me porte. Et quand tu rentres,
as donc tous ces écritures. T'en fais quelque chose ou ça reste comme... Ouais, bah en fait, je rencontre un compositeur musical aussi par hasard au Mexique quand je pars un mois après. Donc, on fait du son ensemble. C'était ma première fois et je lui dis, bah, moi, je fais mon tour du monde parce que je suis parti pour faire ça, mais je reviens après, on enregistre un album ensemble. Donc, c'est ce que je fais. Je fais mon tour du monde et après, je reviens avec lui, on enregistre l'album ensemble. Et après, du coup, voilà, je le mets sur Internet. J'essaie de lancer un projet un peu humanitaire. Où il ne se passe pas grand-chose dessus. Donc, je me dis que à un moment donné, il faut quand même que je gagne ma vie aussi là. Et puis j'ai quand même mon diplôme qu'il faudrait bien que j'exploite pour que ça serve à quelque chose. Et du coup, je repostule à des entreprises. Je rentre chez Microsoft. Je reste 4 ans là-bas. D'expérience extraordinaire parce que ça me met aussi j'utilise aussi des compétences que j'ai, de vraies compétences de négociation, de partenariat, aussi de vente aussi, mais dans le côté vertueux de ça. Et en fait, ouais, j'excelle dans ce que je fais là, en fait. Et donc, je suis très content, je m'épanouis, je voyage énormément aussi. Donc, je vis vraiment une très belle expérience, pour le coup, d'une entreprise très capitalistique. Mais avec toute la vie qu'il y a à l'intérieur. Mais je continue à faire de la musique en parallèle, en fait. C'est-à-dire que comme je voyage beaucoup, à chaque fois je fais un aller-retour, je fais une escale au Mexique parce que c'est là où j'ai mon compositeur, et donc à chaque fois j'enregistre de la musique régulièrement, donc je reste dans ce côté-là. Et puis à un moment donné, on me propose une aventure entrepreneuriale. Et ça faisait 4 ans que j'étais du coup chez Microsoft. Je me dis, bon, j'aimerais bien, comme à cette époque-là, en fait, j'étais encore sur des épisodes de vie dans la vingtaine, assez courts, de 2-3 ans ou 4 ans maximum. Du coup, je quitte Microsoft. Mais je rejoins, en fait, je rejoins une aventure entrepreneuriale qui, pour le coup, n'a pas vraiment de sens. C'est 2 business models qui sont l'un dans la mode, c'est un personal shopper, l'autre, c'est un groupement du B2B. Il n'y a rien, en fait, j'y vais en fait pour rentrer dans l'entrepreneuriat, mais je ne suis pas porté par les projets, ce qui fait que je me dévoue pas à fond dessus. Donc ça dure 1 an et demi, après je pars, et en fait, bref, le truc se périclite assez rapidement, on arrive à revendre une boîte et rendre l'autre à l'investisseur qu'on avait eu. Et en fait, là, j'avais encore gardé un 2e tour du monde gratuit d'Air France parce que j'avais économisé des miles Flying Blue depuis mon premier tour du monde. On m'avait déjà donné plein de miles de ça, déjà. Et en plus, je préparais pour ma copine de l'époque un tour du monde en cadeau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 140 000 miles et en fait, j'ai accumulé plein de miles pour lui offrir ça, pour nous offrir ça ensemble à un moment donné. Et en fait, je me sépare d'elle et genre limite, mais à 270 000 miles, quoi. Il me restait 10 000 miles et du coup, j'utilise les 130 000 miles de plus et je garde précieusement 140 000 miles, donc ce tour du monde-là que je pouvais activer à tout moment en cas de besoin d'un plan B dans ma vie. Et donc là, je reviens dans un carrefour de ma vie où je suis à nouveau libre. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en fait, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté aussi l'aventure entrepreneuriale, c'est que j'avais commencé à réfléchir, j'avais ça qui m'attendait. Et donc, il y avait ça qui m'attendait. Et là, du coup, je décide de l'activer. Parce que je sens que c'est à nouveau un besoin de repartir, de compléter le premier aussi. Et là, je décide de le faire de manière très différente. C'est-à-dire le premier, comme je te l'ai décrit tout à l'heure, je pars à l'aventure sans rien prévoir, si ce n'est aller dans les envies que j'ai envie de voir, les personnes que je connaissais à l'étranger. Et là, je me dis, en fait, pour me le justifier à moi, à 32 ans, j'ai envie d'en faire un programme, quelque chose de différent. Et en fait, je bâtis en fait, un projet qui s'appelle les 12 travaux d'Hercule, mais des reculs de l'art de vivre ensemble, comment on peut changer soi pour ensuite changer le monde, et pas l'inverse. Et du coup, c'est une série de 12 expériences humaines pour t'élever et trouver ta voie. Et du coup, ça fait... Le Silex and the City de l'époque. Exactement. Et très content en plus au final même du concept, en fait, parce que clairement, c'est pas un truc que j'aurais pu faire dans mon premier tour du monde. Et c'est même pas un truc que j'aurais voulu faire d'ailleurs, parce que le côté en fait partir à l'aventure, en fait c'est ça en fait le but d'un tour du monde à la base. Mais là en fait j'étais content de le structurer aussi, parce que le but d'un tour du monde c'est que tu sais pas où tu vas en fait. C'est un peu à la Christophe Colomb, on va jamais aussi loin que qu'on sait pas où on va. Et du coup t'es amené dans des contrées que
Pour te donner un exemple, dans mon premier tour du monde, je vais faire de la méditation, je vais faire un Vipassana de 10 jours, en ne connaissant rien à la méditation. Je pense que c'est un truc de relaxation. Et j'arrive comme ça vraiment très tranquillement. Et en fait, quand j'arrive dans le temple, je m'explique, bah, déjà, en fait, là, tu vas rester pendant 10 jours, tu vas méditer 10 heures par jour, tu vas parler à personne, et tu vas manger que à 6 heures et à 10 heures. Moi, je tombe un peu dénu, tu vas alterner entre l'habitation debout et assise, etc. Alors que moi, j'arrive pour un truc très tranquille, je me retrouve à avoir l'expérience d'une vie où tu es vraiment face à toi, sans ton ego, alors que moi, en plus, à ce moment-là, j'étais en train dans le côté, j'étais en train d'écrire un album aussi, donc je parlais aussi beaucoup de moi, de ce que je voulais faire, etc. Et donc là, en fait, on me demande de ne pas réfléchir, on me demande d'enlever mon ego, etc. Donc totalement l'inverse que ce que j'étais en train de bâtir, en fait, comme persona dans mon projet. Et du coup, c'est fort, c'est puissant et ça me bouleverse vraiment. Donc là, en fait, je décide de le faire de manière plus intentionnelle, c'est-à-dire plus préparée aussi. Et donc, du coup, c'est 12 expériences qui vont de... c'est quoi? Du coup, ouais, ça, je crois que ça commence avec donner des cours de poésie à des enfants esclaves des mines en Bolivie, justement chez Voix Libre. Aller aux îles Galapagos pour voir la théorie de l'évolution des espèces de Darwin. Aller au Mexique, enregistrer de la musique pour le côté faire ressortir ton génie artistique. Construire un bed and breakfast aux Philippines avec Gawat Kalinga, aller en Iran pour voir le monde musulman de mes propres yeux, escalader le Kilimandjaro pour le dépassement de soi physique, aller faire un safari au Serengeti pour voir l'harmonie dans la nature avant l'arrivée des êtres humains, aller sur les traces de Mandela en Afrique du Sud, de sa prison à Johannesburg, etc. Et puis célébrer ses sentiments. Enfin, il y a plein de trucs, 12 expériences humaines, et puis revenir pour justement partager en fait en poésie ce que j'avais vu de manière artistique. Et ouais, c'est un parcours initiatique qui m'aide progressivement à réaliser et au Guatemala, du coup, une université spirituelle pendant 1 mois avec des cours de méditation, de métaphysique, avec la fameuse mystique, où en fait tu termines par une semaine de jeûne et de retraite en silence sur les quatre éléments et où tu termines sur le côté lumière à la fin pour trouver ta voie, etc. Et en fait, tout ça m'aide progressivement à réaliser que moi, ma voie, du coup, de quête d'harmonie, comment je peux contribuer à ça. En fait, le fil conducteur de mes 15 années d'avant, ça a été en fait la plume, l'écriture. Même quand j'étais chez Microsoft, j'avais écrit un freestyle pour Steve Ballmer, à qui j'avais envoyé. Quand j'avais mon entreprise en start-up, j'avais fait une chanson pour promouvoir justement l'entreprise de personal shopper qu'on avait. Et puis en fait, tout avait été, même quand j'étais chez Microsoft, j'étais toujours en train d'écrire. Et en fait, tout avait de la plume en fait dedans. Et en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire avec la plume? Comment est-ce que ça peut aider ou des choses? Et en fait, après, de fil en aiguille, en fait, j'ai rencontré des coachs qui m'ont dit, tiens, ça pourrait être cool de faire ça en fait, sur la créativité, par l'écriture, ça peut être intéressant. Et après, moi, je dis souvent ça, mais ma voix d'aujourd'hui, c'est le résultat un peu de Connect the Dots de Steve Jobs. Et mes dons, ça a été une passion pour la poésie, des compétences en business, un milieu que je connaissais, et tout le travail en développement personnel ou en exploration spirituelle que j'ai pu faire dans mes tours du monde. Et le tout avait fait, quand tu fais la convergence de ça, des conférences poétiques en entreprise. D'où le terme de Chief Poetic Officer, de poète d'entreprise, de poétiseur, et de vouloir réenchanter le monde avec la poésie. Et donc c'est ça, en fait, et progressivement, en fait, je me rends compte de ça en rentrant, et du pas à pas, j'avance dans ce projet-là jusqu'à ce que j'ai la chance... je saisis une chance pour accélérer le processus de cette voie-là, où je participe au salon des entrepreneurs, ou des micro-entreprises, pardon, en tant que blogueur officiel. Et en fait, je propose qu'on fasse un concours de tweets pour les entrepreneurs, tweets poétiques. Et en fait, je leur demande si je peux avoir une salle pour faire un premier atelier poétique pour justement montrer aux entrepreneurs comment on écrit de la poésie. Et ils me disent, bah non, c'est payant, et puis on est à 2 semaines de l'échéance, mais il y a une seule salle qui est du coup la plus grande, mais c'est en fin de journée, je ne suis pas sûr que ça t'intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse, donc on verra ce qui se passe. Et du coup, j'ai 2 semaines, donc j'ai écrit une conférence, et je pense que, tu vois, ça s'appelle comment la poésie peut enrichir votre stratégie d'entreprise. Je pense qu'il va y avoir 40 personnes qui vont venir dans une salle de 400 personnes.
Au final, il y a 200 personnes qui viennent. Moi, j'avais préparé un photographe, un caméraman qui était là aussi pour filmer le cas échéant. Je fais ma conférence qui est peu ou prou la conférence, mais encore aujourd'hui dans sa structure. Et il y a plein de choses qui ont changé, mais de manière organique, c'est encore la même. Et le truc cartonne, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui écrivent en séance, qui vont partager sur scène par volontariat, et en fait, ça donne lieu à un très beau spectacle humain. Et du coup, ça me propulse moi dans ce truc-là, parce que j'ai déjà, plutôt que juste une envie, une idée dans mon salon de faire de la poésie entreprise, j'ai très rapidement en fait une première expérience avec une grande salle, un vrai proof of concept, et en fait avec une vidéo aussi de promo le cas échéant, et puis une brochure, et du coup ça une première référence aussi, et du coup ça lance en fait mon parcours de 10 ans maintenant de poésie en entreprise, enfin de poétisation du monde en fait, parce que c'est pas juste en entreprise, c'est aussi dans les écoles et dans les prisons. Ouais, la plume de ton petit oiseau de paradis poétique. Qui était ton intention, on va dire, sensorielle de départ. Donc tout d'un coup, tu es en phase avec ça, complètement là maintenant. Et je suis en phase avec ça, et quand je le dis, en fait, parce que c'était les critiques que j'avais dès le départ, en fait moi je suis arrivé naïvement dans le sens où, en tant que poète et en tant qu'enfant, dans le sens, c'est cool, je fais le pont entre l'entreprise et la poésie entreprise, du coup ça va me permettre de faire le pont entre les deux, d'être accepté dans les deux, sauf qu'en fait je suis en entreprise. Les mecs, ils me font, ouais, c'est super avec ta poésie, tu reviens l'année prochaine. Et dans le milieu de la poésie, on me fait, attends, enfoiré, tu veux capitaliser sur la poésie. Bah non, je veux humaniser le capitalisme avec la poésie. Et tu vois, je pense que le résultat de ce que tu dis là, c'est aussi ce passage obligé, entre guillemets, des conférences TEDx, où tu as un format obligatoire, où tout le monde s'est collé à ça, et là maintenant, tout le monde a envie de se présenter tel qu'il est dans un spectacle humain qui est très libre, en fait. Et donc, chacun se révèle sur des scènes, sur les théâtres, etc. Et c'est très beau. Je me souviens très bien, le premier TEDx Paris était en 2009, je me souviens d'y avoir assisté, trouvé ça génial, rebossé après pour d'autres TEDx, TEDx Cannes en l'occurrence, et où moi, je disais, on va préparer le public à ressentir. Donc, on n'était pas à sensoscopie, mais on était quand même... comment percevoir et ouvrir à non, je n'interprète pas avec ma tête, mais je reçois. Et je donnais à l'époque un yoga géant pour préparer le public sur le ponton du Majestic à Cannes avant que le public aille dans la salle écouter plein d'influences de speakers. Yes. C'était une modélisation qui doit s'ouvrir. Voilà, il y a eu comme on a musclé un peu cet état de dire celui qui perçoit une situation n'est pas comme ci ou comme ça, elle est telle que je l'aperçois, et donc l'importance de l'état d'esprit, et que cet état d'esprit, il fallait qu'il se rôde quelque part, de la même façon que tu as fait des voyages pour rôder ton esprit, ton être, et de récupérer ce petit enfant blond avec son émerveillement, sa capacité à créer et à jouer avec le monde comme s'il n'avait jamais cassé son joujou et comme si le monde n'était pas cassé. Aussi cette capacité à pouvoir, pas vouloir réparer, mais être la réparation, par essence. Le poète que je suis, ou tu vois, les messages que je fais passer, tu vois, d'essayer de faire passer des messages universels, beaux, tu vois, d'un élan d'optimisme vers demain, de confiance dans l'être humain, etc. Je le fais aussi, pas du tout en mode prof, en mode sachant, mais en mode ouais, plus, je le fais avec beaucoup d'humilité, quoi. C'est-à-dire que je participe de ce parcours-là aussi. Et de cette élévation progressive, et c'est aussi un rappel pour moi. Donc ça me demande de l'effort. À la base, je suis quand même quelqu'un qui est assez timide, et donc ça me demande à chaque fois un effort d'aller sur scène, de sortir de ma zone de confort. Là maintenant, je le gère parce que ça fait 10 ans que je suis sur scène tout le temps, donc je le gère. Mais sur le track avant, et des fois je me dis, mais pourquoi je me fais autant mal comme ça des fois? Et en fait, il y a toujours ce mantra-là que je me donne, et avant d'aller sur scène, je me répète toujours, ce que tu le fais pas pour toi, mais pour le monde. Et en fait, ça me permet d'enlever le poids de la responsabilité, de l'ego sur mes épaules, et juste, je suis là en fait sur un messager pour le monde, et en fait, du coup, il peut plus entre guillemets, il peut plus rien m'arriver parce que je me connecte à mon intention pour le nous, et du coup, moi, je suis au service d'eux, et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus sain en fait comme démarche que bon, je vais venir briller sur scène. Non, je suis là pour éclairer, et je trouve ça beaucoup plus cool en fait. Parce que en fait, ça veut dire parce que je joue pas un rôle en fait. Donc je suis très authentique dans ma manière d'être, et comme je suis dans ma voix aussi, en fait, il y a aussi ce truc là en fait que je dis sur mais quand je suis sur scène, pour le coup, je suis à la fois dans un espace vital réservé, parce que du coup, sur une scène, les gens ne te dérangent pas trop, mais par contre, il faut que tu gères l'énergie de la salle, parce que sinon tu peux perdre l'attention. Mais quand je suis sur scène, comme je suis, entre guillemets, dans mon unicité, dans mon flow, dans ma voix,
je suis à la fois dans un truc d'ultra vulnérabilité parce que je me mets à nu, quand même, je suis quand même à nu en train de faire de la poésie devant des gens, et à l'inverse, dans un truc d'invincibilité. C'est-à-dire qu'il y a personne qui peut faire la même chose que moi, donc il ne peut rien m'arriver en fait. Et en fait, il y a un peu ce truc-là où je me sens hyper bien, du coup je suis vraiment à domicile. Je suis à domicile aussi sur scène d'une autre manière. C'est l'idée je trouve, de servir plus grand que soi, parce que du coup tu n'engages pas une personnalité. Donc tu n'as pas la responsabilité de ta petite personne. Ouais. Il y a une co-création. Ça, et puis il y a aussi le truc où aussi je suis convaincu que c'est la vulnérabilité qui nous connecte à notre humanité. Et en fait, il y a toujours un truc où je me mets je suis au service du monde, mais je suis à la merci du monde aussi qui est là. C'est un peu ce que tu disais de le chef d'orchestre de la vulnérabilité par l'humanité, par ton humanité. Ouais. C'est-à-dire plus toi tu te connectes à ton humanité, ta disponibilité, toutes tes dimensions que tu as traversées au travers des 12 étapes d'Hercule, de recul, et ces initiations, entre guillemets, de face à ta multiplicité, permettent d'embarquer la multiplicité que tu as en face de toi. Enfin, finalement, ce talent que tu as, c'est d'être en contact, toi, de synthèse avec toutes tes influences psychosensorielles, on va les appeler comme ça, et d'avoir un chef d'orchestre qui est ce petit garçon et le grand garçon en même temps, qui permettent que chacun se reconnecte à son petit et à son grand pour pondre ensemble quelque chose qui respecte le petit et l'innocence et qui va structurer le grand pour l'offrir à quelque chose de plus grand. Exactement. Et c'est exactement ça. Et je suis entièrement moi sur scène. Il y a les deux. Il y a l'enfant intérieur poétique, de naïveté, de côté on va créer quelque chose d'utopique. Et aussi j'ai la prestance sur scène de quelqu'un qui gère aussi, en fait, qui en mode un petit peu capitaine du navire, où en fait les gens, des fois on me disait... on sait pas où tu vas, mais on te suit, t'es tellement convaincu de ta connerie qu'on a envie de voir jusqu'où tu nous emmènes. Et en fait, il y a cette dualité-là que je suis content d'embrasser maintenant, ce côté enfant intérieur et le côté adulte aussi, et qui fait que, ouais, je pense que les gens se sentent en sécurité aussi. Les gens sont réceptifs à cette idée de leadership poétique ? Ouais, de la même façon, parce que moi je le présente aussi de comment est-ce que tu peux trouver ta propre singularité et la mettre au service de l'humanité. C'est ça en fait. Donc en fait, ils se connectent à qui ils sont vraiment, en tant que contribution possible au monde et comme manière d'être au monde, et ensuite comment est-ce qu'ils vont embarquer le monde avec eux. Donc, et pour un plus grand nous. Donc il y a du passage du jeu au nous, du soi à l'avenir, et tout le monde se retrouve dedans. Parce qu'au final, c'est plus c'est l'équation essentielle de la vie. C'est moi plus le monde égale quelle est ma vocation. Ou nous plus l'avenir égale quel est notre horizon. Et donc c'est vraiment les deux questions, le je et le nous. Donc si tu cherches ta voie, c'est à peu près comme ça que tu peux la trouver. Comment est-ce que tu vas être dans ton flow, dans ta voie, pour servir le monde. Donc c'est ça le leadership poétique, il est aussi là-dessus, pour te servir pas juste toi. Comment tu as un équilibre entre... Ta réalisation de soi et la contribution au monde, ce que j'aime bien dire, c'est entre ton unicité sublime et ton utilité publique. Et là, je viens de faire une performance qui s'appelait Révolution poétique, et dedans, je disais, en France, dans la vie, comme aux Jeux Olympiques, on fait les choses avec poésie, avec grâce, magie, audace, corps, cœurs et âme, pour faire briller notre aura jusqu'au nirvana, telle une œuvre d'art. Et il y a un peu ce truc-là, je trouve que justement les Jeux Olympiques ont aussi montré ça, mais c'est que tu peux toucher la grâce et on fait tu fais avec de la poésie, en fait, quelque chose de très poétique. Tu vois, dans ce Renaissance, c'est pas le fait d'écrire uniquement, c'est le côté poétique, comment tu peux habiter poétiquement le monde, voir le bien, le beau, le bon, le subtil, tu vois, les énergies un petit peu au-delà de la matrice physique, et je trouve ça beau en fait de se mettre dans cette notion-là d'émerveillement et du vivant en fait au sens large. C'est pour ça que... C'est-à-dire que c'est un endroit, c'est un endroit qui est à définir en tout cas, qui n'est pas, tu vois, je sais pas toi comment tu te présentes quand tu dis poétiseur, si tu dois faire les sous-titres, ou comment les gens, quand tu te présentes et que tu dis je suis poétiseur, les gens réagissent comment ? Bon, en fait, je me présente même pas comme ça, je dis que je suis un Chief Poetic Officer. Je me suis donné comme mission de vie à 10 ans de réenchanter le monde avec la poésie. Et les gens disent quoi ? J'ai toujours le même émerveillement en face de moi depuis 10 ans sur déjà le titre de Chief Poetic Officer.
Tout le monde adore le titre en règle générale. Et puis après, moi, le truc, c'est qu'aussi, moi, je suis fier de ça parce que moi, il y a plusieurs degrés en fait dans ce que je fais aujourd'hui. C'est un côté, c'est un statement, c'est une affirmation, c'est déjà en fait de créer sa voix à partir de rien, à partir d'un truc qui n'existe pas. Il n'y a pas de poésie entreprise avant, donc c'est vraiment une métaphore aussi de tu peux créer ta voix, vraiment pas juste la trouver mais la créer. Et après, je suis content de marteler le côté poétique. C'est-à-dire le côté mettre en avant des conférences poétiques en entreprise, c'est pas la manière la plus simple de rentrer en entreprise. Parce qu'il y a un manager en face qui n'est pas sensible à ça, ça dégage. Et comme il y a souvent 3, 4, 5 degrés de validation en interne, si quelqu'un, entre guillemets, ne m'a pas vu sur scène, dit « je veux absolument que tu viennes », je vais sauter à un moment donné. C'est-à-dire que ce ne sera pas la priorité. Et en fait, du coup, en fait, le fait d'arriver en tant que poète, avec même un titre de leader poétique, de ça, en fait, pour moi, c'est aussi une manière de contribuer à l'évolution sociétale, de rendre la poésie essentielle, évidente. Et en fait, c'est aussi ça que je veux. Tu vois, là, je suis en train d'essayer de créer une communauté de poètes en entreprise. Tu vois, j'ai postulé, enfin, j'ai mis une offre de poste de poète ou poétesse ou de poète en entreprise là sur LinkedIn. J'ai eu 500 candidats en 2-3 semaines. Donc en fait que chacun arrive en tant qu'allié poétique, chacun avec sa singularité poétique. Tu vois, il y en a qui sont sur des slams, sur des contes, sur l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle, sur les haïkus, l'art thérapeutique, l'art utopique, le théâtre. Enfin, tu vois, que en fait chacun arrive avec sa propre manière d'incarner la poésie ou la poétisation, et en fait qu'on avance vers ce même but commun de réenchanter le monde, et en l'occurrence là avec la poésie. Mais donc, voilà. Ça me fait vraiment penser à l'intelligence sensorielle, la façon dont tu décris. C'est-à-dire que pour moi, tu es en train de me décrire le langage de l'intelligence sensorielle, dans toutes ses facettes, et sa multiplicité de communication en tout cas. Visible, invisible, en rythme, pas en rythme, décodifié, dans le silence même, puisqu'on est parti du silence et de Vipassana à se regarder pousser les cheveux. Comment tu relis, toi, ton intelligence sensorielle avec ce que tu fais aujourd'hui, la poésie, et cette ambition de rassembler, d'éveiller en tout cas une communauté de poètes? J'ai réalisé, moi, depuis 2-3 ans, que ma manière d'entrer en communication avec les gens, et puis de voir en fait si ça fit ou ça fit pas, c'est de sentir la vibration énergétique de la personne en face. C'est-à-dire que je sens en fait assez rapidement s'il y aura un fit. Et que quel que soit le type de relation, de relation de travail, amicale, conjugale ou autre, je suis toujours en train d'un petit peu de regarder ça et de regarder un petit peu le flow. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est fluide? Même aussi avec ma fille, je suis très content aussi de ça, en fait, de ma manière de l'éduquer sur son épanouissement, de regarder en fait comment l'accompagner de manière fluide. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a ça bloque quelque part, j'essaie toujours de contourner le truc, ou en fait d'aller la prendre de manière avec le plus de douceur possible pour l'accompagner vers le truc où elle pourrait justement arriver là où elle a envie d'arriver. Et en fait de l'accompagner avec douceur dans le côté très fluide, pas contre le, pas dans l'affrontement ou dans des choses qui peuvent se rentrer en collision, mais plus en communion. Ou justement quand j'invite les gens à écrire en poésie leur mission de vie ou une lettre poétique au futur ou autre, bah déjà c'est une demande à un manager, un directeur d'écrire de la poésie alors qu'il n'a pas écrit depuis 50 ans. Il faut le faire quand même de manière douce, de manière... il faut vraiment bien l'amener. Et ensuite, pour le faire sortir de sa chaise pour aller sur scène, pareil, c'est aussi une invitation. C'est pas une obligation, c'est une vraie invitation. Et puis après, aller les chercher progressivement s'il y a des réticences ou pas, pour aller les chercher et voir si c'est juste ou pas pour la personne. Mais du coup, pour sentir si c'est juste, il faut que tu sentes si c'est juste ou pas. En fait, j'essaie de les pousser, pas à bout, mais juste au bout de quelque chose où ils sont à l'aise. Pour pas que ce soit quelque chose qui, parce que je sais que jamais ils vont regretter d'aller sur scène, c'est un beau cadeau qui se font. Tu soutiens l'élan. Exactement, et puis tu sais très bien que même quand c'est toi aussi, moi c'est quand je suis à l'inverse dans la posture de participant, tu fais bon, qui va aller sur scène? Le premier, non, j'ai pas envie d'y aller. Au du 10e, bon, vas-y, c'est vrai, moi, ça fait 10 minutes que j'hésite, là, c'est peut-être terminé, bon, allez, j'y vais. Donc, je sais qu'il y a ces personnes-là qui sont en hésitation, donc je vais les chercher progressivement, mais toujours, dans la douceur, en fait, dans la douceur pour que ce soit dans l'invitation, en fait. Et donc, donc
Tout ça pour dire que ouais, j'essaie de manière sensorielle d'être toujours dans cette fluidité-là. Mais dans cette fluidité-là où pour t'élever aussi, c'est-à-dire que de te chercher à évoluer, mais de manière douce et fluide. Voilà, ça, en fait. Et comment tu arrives à être doux et fluide? Bah, je C'est pense ta nature? Non, mais je pense que c'est le résultat de toutes les expériences de tous ces 2 tours du monde-là aussi, en fait, de comprendre en fait ce qui va faire que l'être humain va donner la plus belle version, tu vois, pas la meilleure, mais la plus belle version de soi, en fait, tu vois, vraiment dans ce truc-là. Donc, et puis après, c'est aussi, tu vois, avant de les inviter à écrire en poésie, moi j'ai 30 minutes avant où c'est un voyage millimétré, où de faire de l'inception et de la preuve par conviction, et puis te mettre un champ lexical aussi dans ta tête, ou dans ton corps, ou dans ton cœur. Forme d'hypnose. Ouais, exactement, où en fait, ouais, tu dis, ouais, bah, t'es dans un esprit d'authenticité, de bienveillance, et en fait, quand il commence à écrire, déjà c'est de l'écriture intuitive à partir d'un premier mot-clé de vie, donc il n'y a pas le côté hantise de la feuille blanche, ils partent de eux-mêmes, et je leur dis, en fait, le seul critère que je leur donne, c'est d'écrire avec le cœur et pas avec la tête, et en fait, mon seul rôle, moi, en tant qu'animateur, c'est de les mettre dans une fulgurance d'inspiration au moment où ils vont avoir 10-15 minutes d'écriture. Et du coup, bah, je veille à ça, en fait. Et puis même quand ils écrivent, il y a de la musique aussi méditative, contemplative, tu vois, qui t'emporte un petit peu, qui est douce et harmonieuse, justement pour t'élever vers ça. Donc, Oui, t'es un peu le gardien de l'écriture authentique. Ouais, et puis c'est ma seule mission, en fait, quand je suis sur scène, donc je veille à ça, en vrai. C'est pour ça que c'est pas juste un atelier d'écriture, c'est un voyage initiatique, poétique, où en fait tu vas te révéler en tant qu'être humain dans ta pleine aura et dans ton leadership de ta propre cause, de ta singularité, et c'est une manifestation de toi au monde, c'est une intronisation de ton leadership au monde. Et c'est pour ça que c'est le discours de ta vie et de notre avenir que je propose comme écriture, et tu vois les gens resplendir. Et parce que je dis souvent ça, c'est qu'on ne devient vraiment resplendissant que quand on est attendrissant. Et donc c'est le côté vulnérabilité, comment tu vas donner une part de ton intimité et tu vas recevoir, du coup, tu vas te connecter à l'humanité en face, tu vois. Donc c'est à la fois sur ces notions-là, de singularité, d'intimité et de vulnérabilité, pour justement se connecter à ça. C'est très joli, j'aime beaucoup comme tu en parles. Toi, aujourd'hui, tu as ce projet de fédérer des poètes un peu partout. T'as envie que ça devienne une communauté? T'as envie que... C'est quoi ton désir le plus profond? Là, je fête mes 10 ans justement de cette activité-là, donc j'avais envie d'un renouveau et puis d'ouvrir aussi le marché, parce que j'ai un certain nombre de poètes qui sont venus me voir justement dans ces 10 premières années pour essayer de rentrer en entreprise, pour en vivre, parce que c'est quand même c'est pas un miracle, mais si un petit peu, de vivre de la poésie en 2024, c'est quand même un concept. Donc c'est justement pour ouvrir les portes, pour les laisser ouvertes et faire rentrer le maximum de gens, justement pour qu'on puisse en plus évangéliser le marché ensemble, et puis qu'on puisse aussi rendre la poésie encore plus présente, plus forte, et qu'on puisse tous habiter collectivement, poétiquement et collectivement le monde. Donc il y a ça, c'est un vrai vœu de poétisation du monde. Donc là, ça prend cette forme-là. Après, ça prendra d'autres formes aussi, mais c'est toujours ce même objectif-là, en fait. Ma mission de vie, c'est de réenchanter le monde avec la poésie pour créer un monde d'harmonie. Donc c'est ce que je fais, en fait. Et ça prendra toujours des formes différentes au fur et à mesure. Et là, en fait, ce que j'ai fait, je voulais dire, c'est que moi, je viens d'un univers plus business, en fait. C'est-à-dire que je sais pas que je viens, mais une partie de ma vie dans la vingtaine, où j'étais en école de commerce, en carrière professionnelle, où en fait j'avais cet aspect business-là, et ça fait partie de ça, en fait. Parce que pour vendre de la poésie en entreprise, faut s'accrocher. C'est-à-dire que c'était pas un bon vendeur à la base, ou un bon gestionnaire de partenaires, dans le sens où d'avoir un pitch très clair, où tu comprends les besoins d'en face, etc. Faut t'accrocher. Et je le fais pas du tout en mode... de faire des achats de mots-clés ou autre, etc. Je le fais pas du tout dans un esprit de business, de chiffre d'affaires, etc. Et en fait, je me dis ce serait bien en fait d'allier aussi un petit peu les deux. Et surtout, en fait, je me suis reconnecté récemment à cet état d'esprit de start-upper. C'est-à-dire en fait, parce que moi dans la poésie, en fait, des fois avant de faire un post, je me prends la tête pour faire les mots, comme moi, si je suis censé jouer avec les mots, je peux pas me permettre de faire un post avec 3 mots. Je suis obligé de faire des rimes, des trucs, et je m'oblige à ça. Et en fait, je me dis, en fait, il y a des trucs organiques qui peuvent être cool. Et en fait, ce truc-là, c'était un peu organique, en fait. C'est de me dire, bon, on va voir qui est là, en fait, sur le marché.
qui a envie d'aller en entreprise? Est-ce qu'il y a plein de poètes qui pourraient avoir envie de se réunir? Et du coup, j'ai posté ça en vrai, de manière organique, limite sur un coup de tête, en fait. Et en fait, là maintenant, du coup, mon projet de ça, je vais voir, en fait, on va voir, je ne sais pas ce que va devenir cette communauté. J'avance avec elle, là, je la réunis là une première fois, on va voir ce qu'on a envie de faire, ce que les gens ont envie de faire. En vrai, j'en sais rien et je ne veux même pas savoir, on verra ce que l'univers en fait ou ce que les gens en font et c'est cool, et ça me va très bien. Voilà. Tu as posé un cadre. Exactement. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de réaliser cette communauté? Qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'elle se réalise? Est-ce que tu vois des freins? Non, non, après la question c'est jusqu'où elle va aller, comment est-ce que ça va être structuré, est-ce qu'il va y avoir de l'entraide, est-ce que ça va... Moi, moi, mon objectif dedans, c'est plus que ça inspire des vocations et que ça rende compte aussi aux gens qui sont en entreprise que la poésie en entreprise, ça marche, il y a plein de manières de le faire, il y a plein de poètes et de poétesses qui sont disponibles, choisissez. Choisissez par rapport à votre sensibilité et que la poésie redevienne quelque chose d'essentiel dans nos sociétés. Il y avait Pierre Rabhi qui disait qu'on a dépoétisé nos sociétés et c'est pour ça que je fais ça en entreprise, je le fais aussi dans les écoles. Des fois avec des enfants, du coup, tu vois, de CE2, de CM1 où je leur fais écrire sur leurs rêves d'avenir et en fait, justement, ils sont dans le pur côté insouciant en train d'écrire quelques rimes avec un dessin à côté aussi, etc. Et c'est hyper beau en fait de se connecter parce qu'en fait le vrai acte poétique, c'est pas de... Je dis ça pour notre entrée en poésie à tous un peu ratée, qui est la raison pour laquelle en fait la poésie est très marginalisée. C'est qu'en fait, tu entres en poésie dans ta vie à un jeune âge où on te demande de faire d'apprendre des poésies par cœur, de faire ensuite des commentaires composés sur des poèmes qui ont 300 ans où tu n'arrives pas à t'identifier, tu ne comprends pas ce que la personne voulait dire, etc. Alors que le vrai premier acte poétique, c'est d'écrire. Et en fait, après tu prends goût à l'écriture, après tu vas découvrir Rimbaud, tu vas découvrir Baudelaire, tu vas découvrir Hugo, tu vas découvrir Lamartine, tu vas découvrir tous les poètes que tu as envie de découvrir. Mais c'est dans l'autre sens que ça se fait. Parce que sinon, en fait, ça te gâche le premier plaisir qui est d'écrire, de te livrer, de libérer ta parole, tes émotions, de créer une œuvre d'art, de te manifester au monde, juste de révéler ton génie artistique, de tester des choses, d'être dans ta singularité même poétique. C'est-à-dire, pareil, il n'y a pas juste la poésie classique à écrire en alexandrin ou des sonnets ou autres, il y a une poésie très libre qui peut être en prose, en vers libre, même de plusieurs formes, trouver la forme qui te correspond aussi à toi, trouver ta plume, et donc ça qui est beau. Et après tu t'intéresses pour effectivement apprendre des grands maîtres de l'histoire qui ont fait des œuvres, mais moi je suis convaincu on est tous de manière inhérente, native des poètes, et que le poète, c'est pas celui qui a fait 20 ans de poésie et qui là, maintenant, il peut se considérer comme poète. C'est ça qu'on t'apprend, en fait, en vrai. Et c'est pour ça que ça a l'air trop loin. C'est le côté pompeux, mais moi, je suis pas un poète. Si, bien sûr que t'es un poète. Déjà, parce que ça veut dire, pour revenir à l'étymologie, tu vois, ça veut dire créer, faire, c'est juste être un acteur de la cité, etc. Un acteur du changement, un créateur du nouveau monde. Et puis c'est ça, le premier acte poétique, c'est d'écrire. Et ensuite, de le partager aussi. Et puis, même de manière plus... c'est sur la poésie, plus sur que le poétique, l'acte poétique dans la vie, c'est d'être soi. Oui, et puis d'être incarné. C'est-à-dire, si tu le penses, c'est pas incarné. Donc c'est vrai que ce que tu dis sur les enfants, la façon dont on leur apprend, c'est purement cérébral. C'est-à-dire que quelque part, il faudrait le danser, le mot. Exactement. Moi, je me souviens d'une performance de Philippe Jamet, qui était un chorégraphe et qui avait fait un film qui s'appelait Portrait dansé. Et comme c'était plein de langues différentes, il posait la même question aux gens sur les 5 continents différents. Et au lieu de dire le mot, comme c'était danser. Et donc, c'était déjà une expression. Et en fait, tu regardais toutes les langues et finalement, tu comprenais le langage organique, physiologique. Et c'est vrai que si on partait du mouvement, de l'expression et après du mot et de l'écriture, je pense qu'on aurait, du coup, les gens pourraient être touchés et s'intéresser effectivement après à François Villon ou qui tu veux, d'une façon, parce que la matrice était construite de sensorielle. Ouais. Et absolument. Et tu vois, avant qu'ils passent sur scène, en fait, les gens, je leur propose, je les fais se lever pour faire des exercices d'énergétisation physique et qui se connectent non pas à leur mental, mais aussi à leur corps. Et justement, qu'ils soient connectés à leur aura, en fait. Et justement, pour que quand ils soient sur scène, tu sois conscient en articulation de chaque mot qu'ils prononcent, et puis même que tu les vois, en fait. Et ça qui est beau, en fait. Moi, je dis souvent qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et en fait, quand tu vois, c'est pour ça que je prends souvent cet exemple-là, que si toi, t'écris un poème, et moi, je vais le déclamer, ça va être sympa.
Mais si toi, tu l'as écrit et tu vas le déclamer, bah, on va te sentir, toi, vibrer, trembler, être toi, parce que tu délivres une partie de ton intimité, de ta vérité au monde, sans filtre, parce que tu peux pas tricher dans la poésie, en fait. Moi, c'est ma plus belle... Elle est tellement profonde, cette phrase, c'est ma plus belle citation de la poésie, c'est Ferlinghetti qui dit que la poésie, c'est la voix de la 4e personne du singulier. Donc quand tu écris, en fait, tu es entre le on et le nous, entre le je et le nous, entre toi et le monde, entre le présent et l'avenir. Il y a un côté où tu es très décalé, juste même déjà dans l'écriture. Et c'est pour ça que c'est pas comme écrire un roman ou une nouvelle, tu es vraiment dans un idéal, tu es connecté aux sources de l'être, à l'âme du monde, etc. Et ouais, donc quand tu écris, en fait, tu es connecté ailleurs, en fait. Tu es connecté à toi et au monde. Et en fait, c'est hyper puissant. C'est pour ça que c'est hyper beau, en fait, c'est hyper touchant. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, toi, pour porter ça? Porter ses convictions poétiques ou d'harmonie? Bah, je suis prêt Moi, ce qui me porte aujourd'hui, c'est ce côté révolution poétique. Faire une révolution poétique personnelle, vitale, sociétale. C'est-à-dire à l'intérieur de soi, pour soi, c'est que de vivre une vie poétique et faire une révolution poétique ensemble, d'apporter plus de supplément d'âme. Je disais un truc que je réécoutais récemment, je disais le peuple ne veut plus de sang ni de larmes, il veut du sens et de l'âme. Et je pense que c'est ça, en fait, de se connecter à des êtres, à qu'on soit tous des êtres d'amour, de lumière, d'harmonie, en fait, de se connecter en fait, à ça, à une belle version. En fait, en gros, même pour moi, une société, un monde en harmonie, ou un monde enchanté, c'est un monde où chacun est dans sa zone de talent, en train de contribuer à un objectif commun, où on peut tous coécrire le monde de demain avec chacun notre singularité. On arrive un peu à la fin de notre entretien. Si vous avez envie de poétiser vos vies et le monde au plaisir et à votre disposition pour collaborer, monter des projets collectifs ensemble ou de différents modes d'art ou de disciplines ensemble, je pense que c'est ça qui est beau. Justement, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, et c'est ce que je viens de faire là, justement, de créer des œuvres multisensorielles. Tu vois, où tu as à la fois de la poésie, tu as des mots, tu as de la musique, tu as de la danse, tu as des images, tu vois, c'est beau en fait, comme ça te prend vraiment aux tripes en fait, pour te toucher le cœur d'autrui en fait. Donc ça, ouais. Et puis sinon, juste dire que vive la poésie et vive la vie et vive l'avenir. Et vive la 4e personne du singulier, j'aime beaucoup cette phrase. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup, qui est le trait d'union entre le je et le nous, et peut-être justement ce pont vers demain. Être un trait d'union entre eux et entre eux. Exactement. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton accueil et cette très belle conversation. Merci. Merci, chers auditeurs, d'avoir traversé cette écoute multisensorielle qui vous a peut-être inspiré, honoré, challengé, incarné dans votre dimension poétique. Si cette exploration fait sens pour vous ou si vous pensez à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à transmettre cet épisode. Et pour aller plus loin, contactez Vincent Avanzi et toutes ses propositions que vous retrouverez sur la toile, comme le blog poétique Odyssée humaine, son site La Plume du Futur, le compte Instagram, LinkedIn, son livre Trouver son point génial, vraiment génial, ainsi que la communauté des poétiseurs. Quant à nous, on se retrouve le 17 novembre pour un nouvel épisode et d'ici là, restez poètes, poètes, poètes.